Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous le savez, l'ISP suit l'actualité des concours de ses candidats, mais cette année, ça prend une tournure particulière puisque, une fois de plus, l'épreuve de culture générale du concours de CPIP a été annulée. Et donc, comme nous l'avions fait pour le sujet précédent, sur les femmes, nous sommes engagés, bien sûr, à vous donner un premier corrigé de l'épreuve sur la santé qui est tombée donc le jeudi 15 février, épreuve qui a été annulée. L'esprit, c'est toujours le même. Un double objectif. D'une part, pratiquer la méthode que nous avons vue ensemble à l'ISP. Rien de nouveau, mais juste appliquer la méthode une fois de plus. Et deuxième chose, être armé ou voir ce qu'il fallait faire sur un type de sujet, un niveau de sujet qui nous en dit peut-être un peu sur le sujet qui tombera bientôt pour la 3e édition du concours de CPIP. Alors, le sujet qui était proposé donc pour cette épreuve était le suivant: les soins pour tous, 2 points, quelle réalité aujourd'hui? 2 remarques sur le sujet. D'abord, sur le sujet lui-même, sur le fond du sujet, et ensuite sur la forme. Sur le fond du sujet, c'est un peu étonnant, semble-t-il, de poser une question aussi précise, et c'est peut-être le signe que le jury a été un petit peu désemparé et n'a pas eu tellement le temps de réfléchir à un vrai sujet de culture générale. Parce que ce qui semble relever plus de la culture générale, c'est par exemple le lien entre la santé et l'exclusion, la santé et l'État-providence, la santé et la solidarité dans une république, dans une démocratie, la santé et le vieillissement de la population. C'est-à-dire qu'on peut parler de la santé, mais relié à des grandes questions qui se posent à la société. Or là, tel n'est pas le cas. On nous demande, comme si on était des médecins, comme si on était des experts en santé publique, on nous demande, comme si on était des journalistes, presque, spécialisés, quel est l'état aujourd'hui de l'accès aux soins. Voilà. Est-ce que les soins pour tous, c'est une réalité aujourd'hui? Bon. Voilà, donc on est à un niveau extrêmement concret. Qu'est-ce qu'il faut en déduire? Eh bien que le conseil que nous vous avons donné à l'ISP de lire non pas Le Monde, non pas des choses très intellectuelles, mais Le Point ou l'Express chaque semaine, est bien justifié. Parce que les questions dont nous allons parler au cours de la copie, les problèmes dont nous allons parler, les fermetures de maternité dans telle province qui se mobilisent pour qu'on ne ferme pas son hôpital ou sa maternité, les déserts médicaux, le déremboursement des médicaments, les personnes qui partent faire du tourisme médical pour aller se faire opérer en Hongrie ou en Inde, eh bien tout cela, nous l'avons trouvé dans les magazines finalement de l'actualité hebdomadaire, Le Point ou l'Express. Donc ça c'est la première remarque. Les étudiants de l'ISP que vous êtes n'êtes pas, êtes bien préparés par ces conseils de lecture qu'on vous a donnés. Néanmoins, c'est quand même un sujet un peu surprenant parce que ce n'est pas du niveau d'un sujet de culture générale pour le concours de CPIP. Du niveau, en termes de généralité et de remise en perspective de la santé par rapport à des évolutions sociales plus générales. Là, ce n'est pas le cas. C'est juste faire un bilan de l'accès aux soins. Ça, c'est sur le fond. Sur la forme, on appliquera la méthode qu'on a vue ensemble, toujours la même. Est-ce que le sujet est une question? Oui. Les soins pour tous, quelle réalité aujourd'hui? Point d'interrogation. Est-ce que c'est une question problématique? Non. Parce qu'une question, pour être une question problématique, doit déjà être une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Or, quelle réalité? Ce n'est pas une question à laquelle on répond par oui ou par non. C'est une question à laquelle on répond en décrivant la réalité. Et notre recommandation, vous le savez, pour montrer qu'on a compris l'intérêt du sujet, le sens du sujet, l'enjeu du sujet, c'est dès l'introduction de poser une problématique qui soit une question sous forme de oui, non.
est évidemment une question qui mérite une discussion. Parce qu'il y a des arguments en faveur du oui et des arguments en faveur du non. Si la question était les soins pour tous sont-ils un objectif de notre État-providence, ce n'est pas une question problématique. Certes, on peut y répondre par oui ou par non, mais comme la réponse est obligatoirement oui, il n'y a pas de discussion. Voilà. Ou à l'inverse, faut-il abandonner l'objectif des soins pour tous pour des raisons financières? La réponse est évidemment non. Donc ce n'est pas une question problématique. Il faut trouver une question oui-non, à la réponse de laquelle, vous le savez, on hésite à répondre parce qu'il y a un peu de oui et il y a un peu de non. Voilà, c'est ça une question problématique, proche du sujet. De façon assez évidente, la question problématique, qui est très proche du sujet, c'est les soins pour tous constituent-ils encore une réalité dans la France d'aujourd'hui? L'accès aux soins pour tous constitue-t-il encore une réalité dans la France d'aujourd'hui? Point d'interrogation. On voit bien qu'il y a de la thèse et de l'antithèse. Voilà. C'est assez évident. Je vous rappelle, parmi les techniques de recherche de problématiques que nous avions vues ensemble à l'ISP, dans la méthodologie, que lorsqu'on a affaire à un principe un peu d'organisation de la société, un droit de l'homme, un droit fondamental, un des fondements de notre société, souvent la problématique c'est de savoir est-ce que cette chose est encore respectée, est encore valable, est encore d'actualité, oui ou non. Et vous voyez bien qu'on arrive très proche de notre sujet. Est-ce que l'objectif des soins pour tous est encore d'actualité? Est-il respecté? Est-il une réalité? Oui ou non? Voilà. Telle est la problématique, bien sûr, qu'il fallait traiter. Nous l'avons déjà dit concernant le devoir sur les femmes, les sujets de culture générale au concours de CEPIP, mais vous le savez, on l'a vu ensemble, s'entendent comme s'inscrivant dans la société française contemporaine. Donc ne me parlez pas de l'accès aux soins en Somalie ou aux États-Unis, parlez-moi de la société française contemporaine. On peut parler des États-Unis, peut-être par comparaison justement, ou pour montrer à quel point il y a quand même chez nous un souci de l'accès aux soins, plus peut-être que dans d'autres grands pays développés. Très bien, mais c'est bien de ça dont on va traiter. Et donc un plan qui serait de dire grand 1, oui, chez nous, il y a quand même un accès à peu près aux soins pour tous, grand 2, mais ailleurs, il n'y en a pas, aurait un grand 2 hors sujet, puisqu'il me parle d'ailleurs, et non pas donc de mes problèmes en tant que société française. Voilà. Donc on a notre question problématique, et on a nos deux colonnes, oui, non, plus, moins, thèse, antithèse. En quoi est-ce qu'il y a un accès aux soins pour tous, grand 1, donc l'accès aux soins pour tous est non seulement un principe, mais aussi largement respecté dans notre société, grand 1, et puis grand 2, on verra tout ce qui fait que ce n'est pas complètement le cas, tout simplement. Alors dans le grand 1, on rappellera bien sûr d'abord que c'est un principe, c'est même un principe aujourd'hui à valeur constitutionnelle, puisque le droit à la santé est inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946 et qu'il a reçu, du fait de la décision du Conseil constitutionnel de 1971, une valeur constitutionnelle. Donc il y a un droit à la santé qui vaut pour tous, non seulement pour les citoyens, mais aussi pour tous ceux qui vivent en France. Voilà, concrètement, ce n'est pas simplement un droit qui est resté théorique, mais il s'est traduit à la même époque, plutôt 1945, mais c'est l'après-guerre, évidemment, par la mise en place d'une politique d'accès aux soins à travers le remboursement des dépenses de santé, une assurance contre la maladie. C'est l'assurance maladie qui est une des composantes de la sécurité sociale, créée en 1945. Vous savez que la sécurité sociale couvre contre plusieurs risques,
les accidents du travail et les maladies professionnelles, la vieillesse, la maladie et la maternité. C'est les allocations familiales, la branche famille. Voilà. Et là, il est question de la maladie. Donc, et ça a permis donc de solvabiliser la demande, comme disaient les économistes, c'est-à-dire de rembourser. En remboursant les dépenses médicales, on a permis à une grande partie de la population d'y accéder. Donc ça pourrait être le 1A, finalement. C'est un principe fondamental qui a été, et au moment où on a proclamé ce principe, en 45-46, on a créé une institution chargée de le mettre en œuvre. Ce qu'on peut dire aussi en 1B, c'est que depuis ce moment fondateur, finalement, on a cessé de s'assurer de l'accès aux soins pour tous. C'est-à-dire ce caractère d'universalité n'a cessé d'être pris en compte. Il y avait l'idée de départ et l'instauration de la Sécu, et après, on a essayé vraiment de faire que, effectivement, l'accès aux soins pour tous soit une réalité. En fait, il y a eu un phénomène d'universalisation de l'accès aux soins. Au départ, la sécurité sociale française répondait à ce qu'on appelle le modèle bismarckien, vous avez vu ça dans notre poli, c'est-à-dire un modèle finalement qui est réservé aux salariés, aux travailleurs et à leurs familles, et qui est financé d'ailleurs par des cotisations sur les salaires, et donc qui laisse de côté, la sécurité sociale laissait de côté assez largement les gens qui ne sont pas salariés, soit parce que ce sont des travailleurs non salariés, soit parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Et progressivement, il y a eu un phénomène d'universalisation de la sécurité sociale, et notamment de l'assurance maladie. Et récemment, dans les années 90, pour les personnes qui restaient encore non couvertes, on a créé la couverture maladie universelle, la fameuse CMU. Et donc, en principe, aujourd'hui, tout le monde est couvert. Et à l'occasion de la crise des réfugiés, il y a quelques mois, on a reparlé d'un dispositif qui existe, qui s'appelle l'assurance médicale d'État, l'AME, qui garantit, par exemple, à tout demandeur d'asile, à toute personne sans papier, etc., aussi un accès aux soins. Donc il y a vraiment une politique mise en œuvre de solvabilisation, de remboursement des dépenses de santé pour l'ensemble de la population, quelle que soit sa situation, et non plus seulement les travailleurs, comme c'était le modèle initial. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire à l'actif, je dirais, dans le grand 1. Maintenant, dans le 1B, effectivement, ce principe est proclamé, des institutions existent, ce souci d'accès de tous aux soins est affirmé, réaffirmé, mais sont apparues depuis quelques années des difficultés dans la mise en œuvre pratique de cet accès aux soins. Je retiendrai plusieurs types de difficultés. D'abord, des difficultés financières, voire sociales, en 2A, qui sont les plus évidentes. Des difficultés financières, eh bien, la situation, l'assurance maladie fait partie de la sécurité sociale. C'est une part très importante de la dépense publique en France, puisque plus de la moitié de la dépense publique, ce sont des dépenses sociales, dont les dépenses d'assurance maladie, et à l'image de l'ensemble des finances publiques, eh bien, l'assurance maladie affiche un déficit chronique. Chaque année, l'assurance maladie est en déficit de plusieurs milliards d'euros, et ce, depuis, finalement, comme l'ensemble des finances publiques, la sécurité sociale et l'assurance maladie sont en déficit chronique depuis le milieu des années 70, c'est-à-dire depuis les chocs pétroliers, depuis la fin des 30 Glorieuses. Et donc, le déficit de l'assurance maladie est un sujet chronique. Le premier plan de résorption de ce déficit, c'était le plan Veil en 1978. Donc vous voyez que voilà, c'est vraiment le tournant de la fin des 30 Glorieuses, des chocs pétroliers et de l'entrée dans ce qu'on a appelé la crise économique, s'est traduit directement sur la sécurité sociale. Pourquoi ? Eh bien parce que l'apparition du chômage de masse, le ralentissement de la croissance économique, a fait que les recettes de l'assurance maladie, qui reposent sur les salaires, ont ralenti
ont diminué, alors que d'un autre côté, le progrès médical, la demande d'accès aux soins et aux innovations de la médecine, de plus en plus coûteuses, n'a cessé de progresser. Voilà, donc il y a ce décalage entre les deux. À ceci peut s'ajouter aussi l'effet du vieillissement. Une des raisons qui fait que les dépenses de médecine augmentent, c'est non seulement le progrès médical, mais aussi le vieillissement. Et pour ceux d'entre vous qui sont les plus sensibles aux évolutions de la société, on peut ajouter aussi peut-être l'importance croissante de la préoccupation de la santé dans les sociétés contemporaines. Le fait d'être en bonne santé devient un sujet majeur et donc les gens n'hésitent pas à se soigner, à consulter de plus en plus souvent. Voilà, donc un déficit parce que moins de recettes et plus de dépenses. Et ce déficit conduit à des mesures restrictives, à des réformes qui parfois peuvent rendre plus difficile l'accès de tous aux soins. On pense notamment aux fermetures d'hôpitaux. Il y a quelques années, à Carhaix, en Bretagne, il y avait eu une mobilisation très forte de tout un territoire pour conserver son hôpital, qui finalement a été maintenu. Qu'on pense aussi au déremboursement de certains médicaments, à l'instauration de l'obligation de passer par un médecin généraliste, faute de quoi il y a une participation financière personnelle, à l'instauration du tiers payant à l'hôpital à la charge du malade, enfin tout un tas de dispositifs de moindre remboursement ou de moindre accès aux soins qui finissent par écarter peut-être ceux qui sont les plus vulnérables économiquement. Voilà. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, je parlais de l'aspect financier et social, c'est qu'effectivement, on a vu apparaître aussi, depuis les années 80, 90, du fait de la crise économique et sociale, un phénomène qui est celui de l'exclusion. On parlait des nouveaux pauvres à la fin des années 80. On a eu la multiplication des sans domicile fixe, c'est-à-dire de toute une partie de la population qui, pour des raisons économiques, sans doute peu de revenus, mais aussi pour des raisons sociales, d'exclusion sociale, de coupure avec la société, finalement ne se soigne pas. Et de fait, donc, n'est pas concerné par un accès aux soins pour tous. Voilà. Là, et on a vu donc le développement de l'action du SAMU social, de Médecins du Monde, de Médecins sans frontières. Ces deux dernières associations qui avaient été créées, ces ONG, pour intervenir ailleurs, notamment dans les pays en guerre ou dans les pays en développement, ont développé des actions ici, en France aussi, à destination de ces populations. Les Restos du Cœur ont créé des dispensaires et des centres médicaux. Voilà donc des difficultés économiques, financières et sociales qui ont, au cours des dernières décennies, altéré l'accès aux soins pour tous. Et puis, le 2B, tout simplement, c'est une fracture un peu différente de la fracture économique et sociale, c'est la fracture territoriale. C'est la question des déserts médicaux, de la désertification par les professionnels de santé, médicaux et paramédicaux d'ailleurs, d'un certain nombre de territoires, ce qui crée de véritables inégalités. On sait bien que des territoires d'inégalité, excusez-moi, on sait bien que les inégalités entre les métropoles et les territoires ruraux les plus reculés existent dans l'accès à tout un tas de services, à l'Internet, à l'emploi, au transport, à la culture, à l'enseignement, mais peut-être qu'un aspect pour lequel cette inégalité est la plus préoccupante, la plus choquante en termes de cohésion sociale, en termes de solidarité, c'est lorsque ça touche aussi à la santé. Dans les territoires ruraux, non seulement on n'a pas accès au progrès technique qui se trouve dans les grands centres hospitalo-universitaires des grandes métropoles, aux dernières innovations et aux thérapies de pointe, non seulement on n'a pas accès à ça, mais maintenant on n'a même plus accès à une infirmière
ou à un médecin généraliste. Voilà, on parle de déserts médicaux. Et c'est un sujet qui a été identifié et auquel les gouvernements successifs s'attaquent à la fois par l'incitation à l'installation des professionnels de santé dans ces territoires, soit installation individuelle, soit par la création, généralement aidée par les collectivités territoriales, de maisons de santé, voilà, où plusieurs praticiens s'installent. Il y a aussi des incitations pour que les étudiants en médecine choisissent d'aller dans ces territoires à l'issue de leur cursus, avec la création du contrat d'engagement de service public, voilà, au profit des étudiants en médecine. En tout cas, il y a un problème avec ces déserts médicaux. Et à côté de cette politique, eh bien, on continue pour des raisons budgétaires de fermer des petites maternités, des petits hôpitaux dans les territoires ruraux, souvent d'ailleurs justifiés pour des raisons de sécurité. On considère qu'un hôpital où on fait 2 accouchements par an ne garantit pas un accouchement dans de bonnes conditions et il vaut mieux faire ça dans un établissement qui pratique beaucoup plus. Voilà, donc la fracture territoriale. Quant aux nouvelles technologies, on parle souvent de la télémédecine, comme un rêve finalement, de pouvoir ne pas avoir le médecin chez soi, qui soit à 50 km et qu'on puisse malgré tout consulter, faire des examens, etc. D'abord, ça a ses limites. Souvent, ce sont des populations âgées qui sont concernées, qui vivent dans ces territoires ruraux les plus défavorisés finalement, et donc des populations qui ne sont pas forcément très ouvertes non plus aux nouvelles technologies. Et puis, tout simplement, tout ça exige souvent des réseaux à haut débit qui n'existent pas dans ces territoires. Voilà. Donc là, il y a quand même un cercle vicieux et la problématique des déserts médicaux est un vrai sujet qui, peut-on le rappeler, ne concerne pas d'ailleurs que, même si c'est l'essentiel, les territoires ruraux, ce qu'on appelle en jargon administratif les zones de revitalisation rurale. Il n'y a pas que les ZRR qui sont des déserts médicaux, il y a aussi certains territoires périurbains, par exemple à Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne. Pour ce qui est des quartiers les plus difficiles de Seine-Saint-Denis, il y a un classement en désert médical. Voilà ce que l'on pouvait dire simplement, thèse, antithèse. Ensuite, comme pour le sujet sur les droits des femmes, vient le temps, je dirais presque, j'allais dire de la troisième mi-temps, de la troisième partie qui n'en est pas une en fait, qui est la conclusion et qui doit parler peut-être des évolutions à venir, de tout ce qui pourrait arriver d'autre, qui pourrait compliquer le problème, qui n'est pas exactement dans notre colonne de choses évidentes, plus, moins, thèse, antithèse, mais qui est plutôt de nouveaux sujets auxquels on veut faire réfléchir, ouvrir des perspectives. Et là, dans cette partie-là de conclusion, on peut évoquer, par exemple, l'arrivée d'un nouveau problème qui est celui de la dépendance, qui n'est pas directement un problème de santé, mais qui fait qu'on nécessite quand même des soins. Parce que le sujet n'est pas forcément sur le fait de soigner. Dans le terme de soins, il y a 2 notions. Il y a 2 mots anglais. Il y a to cure, soigner, notamment l'acte médical, et to care, prendre soin, s'occuper d'eux. Et on a plutôt traité le sujet, bien sûr, dans son sens le plus classique, qui est le soin médical, le fait de soigner, mais il y a aussi, à la lisière, le fait de prendre soin d'eux. Alors, on ne va pas parler des enfants des crèches, non, mais on va parler des personnes âgées dépendantes. Voilà, il y a tout un tas de personnes qui ne souffrent pas de maladies, mais qui ont besoin d'un encadrement paramédical, social, voire médical, sans pour autant être malades. Ce sont les personnes âgées dépendantes, celles qui ne peuvent plus vraiment marcher, qui ne peuvent plus accomplir les actes de la vie quotidienne, qui sont atteintes par les pathologies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, qu'on ne sait pas soigner aujourd'hui, donc il n'y a pas de réponse en termes de médicaments, d'opérations, etc. Il faut une prise en charge. Voilà. Donc prise en charge de la dépendance et du grand âge, c'est un nouveau défi qui est lancé à nos sociétés et évidemment, du fait du vieillissement de la population,
c'est un défi important qui concerne beaucoup de monde et qui, bien sûr, s'inscrit dans cette exigence de l'accès aux soins, dans un sens plus large que simplement traiter une maladie, pour tous. Voilà. On peut aussi, donc ça va encore aggraver la demande et mettre encore plus haute la barre du défi que représente l'accès aux soins pour tous. On a déjà commencé à s'en occuper avec la création de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, mais c'est un des grands défis qui est devant nous. Et puis il y a aussi le défi du progrès technique. On nous promet des progrès vertigineux avec les biotechnologies, les thérapies géniques, donc la génétique, les nanobiotechnologies, c'est-à-dire le fait d'ingérer des petits robots ou des petites machines de la taille d'une pilule qui répareront notre corps nous-mêmes. On promet une révolution et dans le même temps, on s'inquiète non seulement des transformations du corps humain et de la société que ça peut accompagner, c'est toute la question du transhumanisme ou du post-humanisme, mais ce n'est pas ce dont je veux traiter aujourd'hui, même si souvent dans beaucoup de sujets de culture G ça peut être utile. On s'inquiète aussi des inégalités de plus en plus fortes qui risquent d'y avoir dans l'accès à ces nouvelles thérapies de plus en plus pointues, de plus en plus coûteuses. Voilà. Et donc vraiment, de nouveaux défis, de nouvelles difficultés devront être surmontés pour assurer effectivement que l'accès aux soins pour tous soit une réalité. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça servira à nos étudiants, que ça vous servira pour la troisième épreuve de culture générale qui va arriver. Encore une fois, on croise les doigts. À bientôt. En tout cas, on est avec vous.